Eh bien, écoutez, on est parti. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, je suis président et fondateur de la société Anomnia. Anomnia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'Anomia, donc je le laisse de côté. C'est juste pour vous donner un élément de contexte et savoir qui est en face de vous aujourd'hui. On va parler du recrutement au sein des cabinets d'avocats. Donc, cet épisode est le dernier de cette série qui a été fait en 7 épisodes sur la création et le développement d'un cabinet d'avocats. Et donc, on intervient sur la dernière phase qui est pour nous le recrutement. Alors, le recrutement dans un cabinet d'avocats, c'est vraiment quelque chose de primordial, surtout qu'aujourd'hui, on est sur un marché en tension, mais en tension non pas au niveau des collaborateurs qui ont envie de travailler au sein de cabinets d'avocats, on est en tension au niveau des cabinets par rapport au recrutement. Donc concrètement, aujourd'hui, c'est super dur de recruter pour plusieurs raisons. La première, c'est que les collaborateurs qui travaillent aujourd'hui, et notamment les collaborateurs juniors, ne sont plus prêts à travailler autant que ceux qui travaillaient en tant que collaborateurs il y a 20 ans, que de nouveaux moyens technologiques sont mis en pratique et qu'aujourd'hui, on recherche un équilibre entre travail et vie personnelle. Donc, vraiment, il faut en être conscient, le recrutement devient un sujet clé pour les cabinets d'avocats. Nous, on n'est pas du tout un cabinet de recrutement, on ne fait pas de chasse de tête ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on va vous donner, c'est des critères objectifs et des méthodes qu'on utilise nous en interne ou qu'on fait utiliser à nos cabinets d'avocats lorsqu'on intervient pour eux en partie sur ces questions. Alors, concrètement, le webinaire de ce soir va se découper en 4 parties. La première partie sera une partie un peu introductive par rapport au recrutement, par rapport aux collaborateurs, également par rapport aux compétences que vous allez rechercher au moment dans lequel vous allez recruter. La deuxième partie de ce webinaire, elle sera dédiée vraiment à la proposition de valeur de votre cabinet d'avocat. Concrètement, aujourd'hui, les collaborateurs, il faut les traiter comme des clients, c'est-à-dire qu'il faut réussir à les draguer, à les séduire pour qu'ils veuillent travailler avec vous. Et donc, on sera sur vraiment la proposition de valeur et de votre côté sur ce qu'on appelle la scorecard. Concrètement, comment on met en place des motifs objectifs pour aller, des critères objectifs pour aller chercher des collaborateurs qualifiés. La troisième partie, ça va être sur l'offre réalisée à destination des collaborateurs. Concrètement, c'est l'offre et surtout la chasse. Concrètement, on va voir qu'il y a 3 grandes méthodes qu'il va falloir cumuler pour aller chercher finalement des collaborateurs pertinents. Et la quatrième et dernière phase, ça sera sur le processus d'entretien. Et donc, on verra ça ensemble. Donc, j'espère que ça vous plaît. Après ma présentation, vous êtes encore 162. Donc, c'est que finalement, ça va être pertinent. J'espère que vous serez tout autant à la fin, voire un peu plus qui seront arrivés en route lors de cette présentation. Alors, aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est que finalement, le recrutement doit être pertinent pour vous. Je prends aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des collaborateurs qui étaient présents sur ce webinaire. Je prends aujourd'hui le pas du cabinet d'avocats. C'est-à-dire que c'est le cabinet d'avocats, donc les associés du cabinet, qui vont vers les recrues. Et donc, on se place du côté du cabinet, on ne se placera pas du côté du collaborateur, même si pour autant, ça va être pertinent pour un collaborateur pour qu'il puisse avoir les armes et savoir à quoi ça fait. Aujourd'hui, comme je le disais en propos introductif, on est sur un marché qui est en surtension par rapport aux collaborateurs. Il est extrêmement complexe de recruter. Il y a énormément de départs actuellement. Vous connaissez les statistiques. 50% des gens qui ont le CAPA et qui prêtent serment arrêtent leur collaboration et le métier d'avocat au bout de 5 ans. Donc, c'est un chiffre qui est hallucinant. Aujourd'hui, il y a un turnover qui est énorme auprès des collaborateurs, qui restent 2 ans au sein d'une structure et qui vont au sein d'autres structures. Donc, finalement, ils vous coûtent du temps en termes de formation et derrière, ils s'en vont. Pas simplement parce qu'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, mais il y a des raisons objectives qui font qu'ils décident de s'en aller. Donc, ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir, c'est concrètement comment est-ce qu'on va pouvoir draguer un collaborateur pour le faire venir au sein de sa structure et que vous puissiez avoir les compétences dont vous avez besoin pour finalement réussir à développer votre structure grâce à des collaborateurs. OK? Super, on est parti. Alors,
Aujourd'hui, lorsqu'on veut recruter, on se dit finalement, il y a une question qui se pose finalement, qui m'est posée. Je discutais avec une avocate que j'ai découvert, qui suit nos webinaires, et je ne sais pas s'il est là ce soir, mais qui suit nos webinaires depuis un moment. Et donc, je discutais avec elle, elle vient de créer son cabinet d'avocat, elle bénéficie encore des aides à la création, elle a un chiffre d'affaires qui est entre 140 et 150 000 euros. Et elle disait concrètement, voilà, moi j'aimerais bien recruter d'ici un an, etc. Et je lui disais, mais maître, en réalité, c'est aujourd'hui qu'il faut pouvoir le faire. C'est-à-dire que vous avez de la trésorerie de façon abondante. Votre rémunération est aujourd'hui versée par Pôle emploi ou en tout cas un équivalent étatique. Et donc, c'est aujourd'hui qu'il faut se mettre en déséquilibre avant parce que finalement, le fait de reposer l'ensemble de votre activité sur vous-même, aujourd'hui, ça pose une difficulté parce que la valeur principale d'un avocat associé n'est pas de pouvoir produire du dossier ou de rédiger des conclusions. La valeur ajoutée d'un avocat associé aujourd'hui, c'est d'aller développer de la clientèle, d'aller chercher de la clientèle et de travailler uniquement les aspects stratégiques de chaque opération ou de chaque dossier. Ce qui fait que lorsqu'on est seul, on va également faire de l'administratif, on va également travailler sur du travail entre guillemets à faible valeur ajoutée, mais qu'il faut quoi qu'il arrive faire si vous êtes seul. Et donc la question qu'elle me posait, c'était de me dire, ok, mais concrètement, Valentin, à partir de quel seuil je dois recruter? En réalité, il n'y a pas de vraie réponse. C'est-à-dire qu'il y a des avocats associés qui vont être, entre guillemets, très risque averses et qui vont se dire, en fait, à partir du moment où je n'ai pas 120% de production à réaliser, que je ne suis pas totalement sous l'eau, je ne recruterai pas. Ça, c'est vraiment la pire réflexion à avoir. C'est-à-dire qu'en réalité, le jour où vous serez à 120% de production, ou même à 100%, pour arrêter de raconter des bêtises, à 100% de production où vous serez totalement sous l'eau, vous ne pourrez plus recruter. Pour une simple et bonne raison, c'est que le recrutement, quand vous voulez recruter un profil pertinent, ça prend énormément de temps pour savoir qui vous allez rechercher, pour pouvoir écouter des collaborateurs candidats, pour pouvoir aller chasser des profils, pour pouvoir réaliser les entretiens et qu'on puisse faire un certain nombre d'entretiens pour être sûr que la personne qu'on recrute va être une valeur ajoutée par rapport à votre activité et ne va pas être un poids au sein de votre activité. Donc concrètement, à partir du moment où vous arrivez à avoir 3 mois de trésorerie, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut que vous puissiez commencer à envisager de recruter. Concrètement, si vous avez 10 000 euros de charges par mois, en comptant votre salaire, vos charges, votre immeuble, vos logiciels, etc., donc vos charges fixes, plus éventuellement un variable pondéré, à partir du moment où vous avez 30 000 euros de trésorerie, ou en tout cas 30 000 euros sur votre compte en banque, vous devez recruter. C'est à ce moment-là qu'il faut engager le processus de recrutement pour que derrière, vous puissiez avoir 2, 3, 4, 5 mois après un collaborateur qui puisse arriver. Pour une simple et bonne raison, c'est que lorsqu'un collaborateur va arriver au sein de votre activité, pendant 2 mois, 3 mois peut-être, votre chiffre d'affaires va stagner et donc vous allez avoir une perte de bénéfice, étant donné que vous avez une charge supplémentaire qui est représentée par le collaborateur qui vient travailler pour vous et sur lequel vous allez devoir lui délivrer une rétrocession. Mais sur les mois qui vont suivre, vous allez avoir une augmentation parce que le collaborateur se sera fait au processus de travail de votre cabinet d'avocat. Il prendra des dossiers sous sa charge ou des tâches administratives sous sa charge. Vous conserverez l'aspect stratégique que vous co-traiterez avec lui. Et derrière, vous aurez plus de temps pour mettre en place ce qu'on a vu dans les précédents webinaires de cette série, des actions de notoriété, des actions d'acquisition pour aller chercher finalement la clientèle supplémentaire. Et donc, vous avez un effet de levier qui va être important, qui s'appelle le leverage. C'est qu'à partir du moment où vous avez plus de bras pour travailler, en réalité, votre chiffre d'affaires va monter. À partir du moment où vous mettez en place, bien sûr, des actions commerciales. Alors, si vous restez à rien faire derrière votre bureau, vous n'allez pas avoir de chiffre d'affaires qui va monter. Mais c'est assez mathématique. À partir du moment où on a plus de temps pour développer, et bien nécessairement, les résultats sont plus pertinents. On estime à Paris qu'à partir du moment où vous faites 150 000 euros de chiffre d'affaires, que vous avez des taux de rentabilité qui sont à 50%, vous pouvez recruter à partir de ce moment-là. Si vous êtes un peu en dessous et que vous aimez vous mettre en danger, c'est tout à fait possible aussi. Et donc, à partir de 100 000 euros, on estime que vous allez pouvoir recruter. Mais ça, c'est vraiment une conception que vous allez avoir. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas prêt, déjà passez-nous un coup de fil et on en discutera de façon objective. Mais si vous ne vous sentez pas prêt, ne recrutez pas. Je vous dis simplement que les meilleurs ratios, c'est 3 mois de trésorerie pour que derrière, vous puissiez continuer à développer. Parce qu'en réalité, on a des avocats qui sont brillantissimes, qui sont de fins techniciens, de très bons développeurs, qui finalement restent bloqués toute leur vie en tant qu'indépendants
parce qu'ils ne se comportent pas comme des chefs d'entreprise en regardant en face leur activité et en se disant concrètement, aujourd'hui, j'ai 3 mois de trésorerie. 3 mois de trésorerie, ça me permet de vivre pendant 3 mois en faisant 0 € de chiffre d'affaires pendant 3 mois. C'est quelque chose qui n'arrive strictement jamais. Donc, à partir du moment où vous avez 3 mois de trésor, vous avez la large capacité de pouvoir vous développer et de recruter justement des collaborateurs pour faire levier sur votre activité et aller chercher du chiffre d'affaires. Donc, concrètement, c'est les ratios et les seuils que nous, on met en avant par rapport au recrutement des premiers collaborateurs. Et concrètement, maintenant, OK, donc vous êtes à ces ratios-là, vous allez pouvoir enclencher le processus. Qu'est-ce que vous allez aller rechercher en termes de compétences? Est-ce que vous voulez un pur technicien? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui soit déjà autonome sur les dossiers? Est-ce que vous voulez quelqu'un que vous allez pouvoir former à votre image? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui n'a pas simplement des compétences juridiques, mais qui va pouvoir aussi participer au développement du cabinet? En faisant par exemple des actions marketing, en travaillant sur les newsletters, en travaillant sur votre site internet, en écrivant du contenu à destination de vos clients, en animant des formations, en allant à des séances professionnelles, en étant force de proposition et en pouvant vous ramener de la clientèle. Concrètement, il faut définir ce qu'on appelle une scorecard qui va vous permettre de dire, OK, moi concrètement, les compétences majoritaires que je cherche par rapport à un collaborateur vont être que celui-ci ait entre 2 ans et 5 ans d'expérience, parce que je sais qu'entre 2 ans et 5 ans d'expérience, il va avoir une certaine forme d'autonomie. Je veux aussi que ce collaborateur puisse s'investir non pas simplement en production, mais puisse aussi participer au développement. Participer au développement, ça ne veut pas dire nécessairement être en front, ça veut dire se comporter comme un associé au sein de la structure, mais puisse rédiger des billets à destination du blog que vous créez, puisse travailler sur les portefeuilles clients que vous avez en interne pour faire de la vente additionnelle. Concrètement, vous travaillez en tant qu'avocat en droit social, notamment sur des salariés. Vous avez accompagné des salariés sur leur licenciement. L'objectif, c'est de pouvoir vendre d'autres prestations. Concrètement, les autres prestations que vous pouvez vendre, alors en droit social, c'est un peu compliqué côté salarié, mais on va plutôt prendre du coup côté employeur. Vous avez réalisé un certain nombre de licenciements pour des entreprises que vous accompagnez de façon fréquente. L'objectif, ça va essayer de leur vendre votre expertise sur les accidents du travail, sur les maladies professionnelles, sur la mise en place d'un CSE au sein de l'entreprise, sur les élections professionnelles, sur le règlement intérieur que vous allez pouvoir rédiger, sur tout un tas de choses que vous connaissez bien mieux que moi parce que c'est votre expertise si vous faites du droit du travail, et donc demandez à votre collaborateur qu'il puisse travailler là-dessus. Une fois que vous avez revêti finalement l'ensemble des compétences que vous recherchez, vous allez aller en dessous sur finalement la mission de ce collaborateur. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement au quotidien? Il va rédiger des contrats de travail, il va être en contact permanent avec la directe par rapport, je sais pas moi, à tout ce qui peut se passer avec la directe. J'en ai aucune fichue idée, enfin, j'en ai quelques-unes, mais une fois de plus, c'est pas mon métier. Ça va être de pouvoir aller plaider au conseil de prud'homme partout en France ou simplement en Île-de-France. Ça va être de pouvoir être en relation et en négociation avec les représentants syndicaux salariés ou les représentants syndicaux employeurs. Concrètement, définir les missions qu'il va avoir au quotidien. Ensuite, définir les tâches qu'il va avoir au quotidien. C'est-à-dire concrètement, sa mission, ça va être la rédaction de contrat de travail. Qu'est-ce qu'il va faire au day-to-day? Il va être en contact avec l'entreprise, donc contact téléphonique, en visio, en présentiel. Il va collecter un certain nombre d'informations pour pouvoir rédiger ses contrats de travail pour l'entreprise. Il va devoir utiliser le logiciel métier que vous avez en interne. Il va devoir savoir utiliser LinkedIn parce que vous voulez qu'il puisse faire des actions de notoriété. Il va devoir utiliser des outils de newsletter pour pouvoir envoyer des newsletters. Concrètement, définir toutes les tâches que celui-ci va pouvoir réaliser. Et enfin, définir un package que vous êtes prêt à lui offrir. Ça va être un package, ce n'est pas uniquement la rémunération, c'est aussi sur les conditions de travail. Est-ce que concrètement, s'il a envie, il a le droit de travailler uniquement 4 jours par semaine? Est-ce qu'il a le droit à un télétravail? Si oui, dans quelles conditions? Est-ce qu'on est sur du télétravail illimité? Est-ce qu'on est sur du télétravail en part-time? Comment concrètement on va fonctionner? Est-ce que s'il apporte des dossiers au cabinet, est-ce que vous allez lui donner 20% des honoraires que vous aurez facturés? Est-ce que s'il a envie de se former, vous allez lui donner un budget de 5 000 € annuels pour qu'il puisse se former? Est-ce que vous allez lui payer
je sais pas moi, un accès à la culture, parce que pour vous, la culture, c'est important. Un avocat doit être cultivé, doit pouvoir savoir parler à ses clients de différentes choses. Et donc, du coup, est-ce que vous allez lui payer un abonnement à l'opéra, au théâtre, dans une salle de concert ou quoi que ce soit? Concrètement, ce qu'il faut que vous puissiez avoir, c'est ce que vous voulez, en définissant des critères objectifs de mission que ce collaborateur va accomplir, des tâches que ce collaborateur va accomplir et ce que vous êtes prêt à lui offrir contre finalement les tâches que celui-ci va faire. C'est ça qu'on doit aller chercher pour derrière pouvoir opérer un bon recrutement. Parce que concrètement, si vous n'êtes pas en phase par rapport à ça, vous pouvez voir 200 recrues et à chaque fois que vous posez la question, vous dites ah oui, mais est-ce que celui-ci était bien? Est-ce que ça allait? Est-ce que ça allait pas? Non. À partir du moment où vous avez défini les compétences, les missions, les tâches et le package que vous êtes prêt à mettre, en réalité, vous savez si oui ou non la personne que vous recevez rentre dans ces cases. Si elle ne rentre pas dans ces cases, vous ne la recevez pas. Et ça, il faut vraiment que ça soit clair. C'est-à-dire que derrière, on ne renie pas par rapport, enfin, on ne rogne pas sur ces exigences en termes de qualité. Il y a un bouquin qui est ultra pertinent qui s'appelle A-Player, qui nous permet de recruter. On définit ce qu'on appelle une scorecard. On va mettre toutes les compétences, les missions, les tâches, le package, les plus du profil, etc. Et en fonction de ça, on va noter les candidats qu'on va recevoir. En disant que s'il n'a pas une note de A, et derrière, on le sort et on ne le prend pas à l'entretien suivant. Et ça, c'est vraiment super important de pouvoir le mettre en place. Donc, une fois finalement que vous avez défini quels étaient les critères que vous allez aller rechercher, là, il va falloir que vous puissiez rédiger l'offre. Donc, la rédaction de l'offre, je passe dessus. Et si vous voulez derrière recevoir des modèles d'offres que nous, on a pu faire ou qu'on a pu donner aux avocats qu'on suit au quotidien, n'hésitez pas, on le fera avec grand plaisir. Donc, pour finalement pouvoir trouver des collaborateurs sur un marché en tension, on va pouvoir utiliser 3 méthodes et ces 3 méthodes-là, il va falloir qu'on puisse les coupler. La première méthode, donc ça va être sur la diffusion de l'offre. La diffusion de l'offre, il faut que ça puisse se faire sur Village de la Justice, sur Low Profiler, sur différents endroits où vous êtes sûr que les collaborateurs vont aller regarder ce qui peut se passer. Cette méthode-là est une méthode attentiste. C'est pareil sur LinkedIn. Si vous mettez ça sur LinkedIn, sur votre site internet, c'est une méthode attentiste. C'est-à-dire que derrière, vous avez très peu de chances d'avoir des candidats très pertinents qui répondent à ces offres-là. L'objectif, ça va être bien sûr de les avoir parce qu'on ne sait jamais, parce que quoi qu'il arrive, c'est consulté et pour que le marché sache que vous êtes en train de recruter. Mais concrètement, il y a très peu de chances que cette méthode fonctionne. Toutefois, c'est indispensable de le faire parce qu'il faut quand même un socle sur lequel vos offres sont disponibles. La deuxième chose qu'il va falloir pouvoir appliquer, ça s'applique uniquement si aujourd'hui vous avez des collaborateurs en interne, des collaborateurs ou des associés. C'est de mettre en place un système de rémunération en disant à vos collaborateurs ou à vos associés, OK, concrètement, enfin vos collaborateurs, pardon, pas à vos associés, je retire associés, uniquement collaborateurs. Si aujourd'hui, vous trouvez, ou en tout cas vous connaissez un collaborateur qui répond à ces critères, donc vous donnez votre scorecard à vos collaborateurs, et que celui-ci est embauché par notre structure, nous vous versons 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. C'est un des meilleurs moyens de recruter. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'un collaborateur qui travaille aujourd'hui pour vous ne vous recommandera jamais quelqu'un de mauvais ou jamais quelqu'un avec lequel il ne veut pas travailler. Parce que derrière, c'est lui qui va vous recommander. Donc en réalité, s'il ne fait pas l'affaire, s'il n'est pas bon ou quoi que ce soit, bah finalement, c'est vers lui que vous retournerez ou c'est vers lui que vous en voudrez, c'est à lui que vous en voudrez. Donc concrètement, il n'a aucun intérêt à le faire et instinctivement, il ne va pas le faire. La rémunération, ça permet aussi de se dire, bah, concrètement, voilà, tu ne fais pas gratuitement, donc creuse-toi un peu les méninges, essaye de contacter 2-3 personnes pour avoir derrière, entre guillemets, une carotte qui lui permette de faire venir quelqu'un. Ça marche très très bien. C'est ce qu'on appelle le recrutement par referral, où vous avez quelqu'un en interne qui vient vous recommander une autre personne qu'il connaît de son cercle, ou en tout cas avec qui il a pu travailler dans d'autres boîtes, pour que derrière, il puisse intégrer la structure. Ça marche ultra bien. La troisième chose que vous pouvez mettre en place, bah, c'est concrètement contacter votre réseau. En disant, OK, concrètement, moi je recherche quelqu'un en RGPD, est-ce que tu as 3 noms à me citer? Vous n'allez pas le voir en disant, voilà, je cherche à recruter un collaborateur en IP-IT, derrière, est-ce que tu aurais des gens à me recommander? Ça, vous êtes sûr que ça ne va pas fonctionner.
Par contre, si vous expliquez que vous cherchez 3 bonnes personnes en RGPD, derrière, on va vous recommander des noms. Et des gens que vous pourrez contacter en disant, voilà, vous m'avez été recommandé par Maître X, on m'a dit que vous étiez très bon en termes de RGPD. Moi, voilà, je suis à la recherche d'un collaborateur de votre expérience sur ce secteur d'activité, ou en tout cas sur cette expertise. Voilà ce que je propose au sein de mon cabinet. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on puisse se rencontrer? Si la personne vous dit non, c'est pas grave, hein. Il y a des gens qui veulent rester au sein de leur cabinet, c'est une très bonne chose, il n'y a aucune difficulté, c'est pas un problème. L'objectif, c'est uniquement que vous puissiez rencontrer des candidats et je vous garantis que ça va vous prendre du temps. Mais derrière, un bon recrutement, ça rapporte beaucoup. Un très mauvais recrutement, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup de temps et ça vous coûte beaucoup d'ennuis. Donc honnêtement, prenez du temps pour recruter des gens qui vont être pertinents plutôt que de recruter le premier venu. Donc vraiment, le réseau, c'est ultra important, avec une approche non pas recommande-moi quelqu'un qui recherche un taf, avec une approche recommande-moi quelqu'un qui est bon sur cette activité pour que moi, je puisse le contacter et voir ce qu'on peut faire ensemble. La quatrième façon de le faire, et c'est vraiment celle qui marche le mieux, si la deuxième et la troisième n'ont pas fonctionné, donc la deuxième, recrutement par référol, par référence, et la troisième, recrutement par votre réseau, ça va être vraiment la quatrième, celle qui va fonctionner la mieux, c'est recrutement par la chasse. Concrètement, que vous le fassiez vous-même, que vous le fassiez par l'intermédiaire d'un chasseur de tête, il faut aller chasser des candidats. Aujourd'hui, les candidats doivent être traités comme des clients et donc il faut vraiment aller les chercher. Vous pouvez aller les chercher sur LinkedIn, là où plus de 50 000 avocats sont présents, donc sur les 70 000 présents en France. Vous pouvez aller les chercher directement sur l'annuaire du barreau de Paris, en les voyant passer sur certains deals, quand vous les avez en face de vous sur des dossiers. L'objectif, c'est vraiment d'aller les chercher. En disant, voilà, j'ai vu ton profil, moi je recherche quelqu'un au sein de mon cabinet d'avocats qui a entre 2 et 5 ans d'expérience, qui va être à la fois autonome sur certains dossiers, qui a envie de se projeter dans un cabinet d'avocats jeune et dynamique et qui ne veut pas s'occuper que du droit et de la production, mais également un petit peu du développement, notamment sur la newsletter, sur la présence LinkedIn et sur les actions d'acquisition. Concrètement, vous n'avez rien à perdre. Ça fonctionne très très bien. Nous, on recrute quasiment uniquement comme ça. On fonctionne bien sûr par referral. On met aussi des offres sur Job Teaser ou sur des choses comme ça pour recruter des consultants ou des ingénieurs. On demande à nos salariés et on rémunère nos salariés lorsqu'ils nous apportent un candidat qu'on recrute. On fonctionne avec nos réseaux proches, donc nos réseaux HEC, Polytechnique, les réseaux de nos salariés également. Et derrière, on fonctionne avec de la chasse. Moi, là, en ce moment, on est en train de recruter un head of sales, un chef des ventes, et un responsable marketing, un CMO dans la Startup Nation. Et là, concrètement, on chasse. Ça veut dire que j'ai un collaborateur qui envoie, avec mon profil LinkedIn, une vingtaine de messages par jour à des candidats potentiels. Et j'en ai eu plus d'une centaine au téléphone et on n'a reçu que 5. Donc ça aussi, c'est une règle, on en discutera tout à l'heure. Mais on a beaucoup de gens au téléphone, mais on en rencontre très peu. On nous pose un certain nombre de questions qui vont nous permettre de les qualifier ou pas pour qu'on ne fasse pas perdre notre temps, pour qu'on ne perde pas notre temps et qu'on ne fasse pas perdre notre temps à la personne qu'on a au bout du fil, pour savoir si oui ou non, il va coller à ce qu'on appelle notre scorecard, donc ce que vous avez mis par rapport aux compétences, aux missions à accomplir, aux tâches à accomplir et ce que vous avez à lui offrir. Si derrière, vous trouvez une personne qui est ultra pertinente, mais que vous aviez pour volonté de lui offrir 60 000 euros annuels et que cette personne-là en veut 100 000 euros minimum, en réalité, il y a un problème, ça ne sert à rien de se rencontrer. C'est-à-dire que 100 000 et 60 000, on a un delta de 40 000, on ne se mettra jamais d'accord concrètement. Donc, il ne faut pas pouvoir y aller. Et si vous voulez recruter un collaborateur et pas un associé, n'essayez pas, entre guillemets, de renier la rémunération que le collaborateur voudrait en lui proposant un poste d'associé. C'est vraiment pas la même chose. C'est pas le même job. C'est pas comme ça que ça va pouvoir fonctionner. Donc concrètement, la chasse, vous allez sur LinkedIn, vous avez une barre de recherche sur LinkedIn où vous allez rentrer vos critères en disant bah, en fait, voilà, moi je veux telle personne avec telle année d'expérience, je veux qu'il soit passé dans tel ou tel cabinet d'avocat, je veux qu'il intervienne dans telle spécialité. Et derrière, vous cliquez sur Entrée et vous avez un nombre incalculable de profils qui va sortir que vous allez pouvoir contacter. Donc ça, franchement, il faut vraiment le faire et il faut vraiment y passer du temps parce que sinon, vous n'aurez pas des collaborateurs de qualité. Franchement, recruter, ça prend du temps, mais c'est un investissement. C'est-à-dire que le temps que vous allez prendre pour recruter un bon collaborateur, lorsque vous l'aurez trouvé, ça sera vraiment une pépite pour votre cabinet d'avocat.
ça sera un gain de temps phénoménal, ce sera un gain de productivité incroyable et derrière, ça va vous permettre d'aller chercher de la clientèle. Donc concrètement, ne lésinez jamais sur la qualité de vos recrues parce que la valeur aujourd'hui d'un cabinet d'avocats tel qu'ils existent de façon majoritaire repose sur les avocats qui composent le cabinet. Et donc, du coup, il faut vraiment pouvoir passer du temps sur ce recrutement pour avoir des top profils. Alors, une fois qu'on sait à peu près quand est-ce qu'on va recruter, on a à peu près des seuils, on a identifié les compétences qu'on recherchait, on sait concrètement comment on va pouvoir fonctionner pour aller les chercher. Donc, en mettant des offres sur divers sites internet ou en les publiant sur LinkedIn, sur divers réseaux sociaux, etc. On va s'appuyer sur les collaborateurs qu'on a en interne, si on en a, pour aller recruter des gens qui sont pertinents en mettant en place un système de recrutement par la référence et en incentivant, donc en donnant de l'argent aux collaborateurs si jamais vous recrutez cette personne-là. On va pouvoir fonctionner via votre réseau en sollicitant des avocats compétents dans une expertise que vous recherchez. Et on va également pouvoir fonctionner par de la chasse, soit en le faisant nous-mêmes ou par l'intermédiaire d'un stagiaire ou d'un collaborateur que vous avez déjà au sein de votre cabinet d'avocat, ou en prenant un chasseur. Donc nous on n'est pas chasseurs. On pourra vous recommander des très bien si vous en recherchez. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Ça fonctionne très bien. Et il faut savoir que si vous recrutez un chasseur, si vous passez par un chasseur et que vous recrutez quelqu'un, il faut savoir que ça vaut entre 15% et 25% de la rémunération annuelle brute. Et donc concrètement, ça vaut un peu d'argent. Si vous recrutez un collaborateur, je sais pas, par exemple, 5e ou 6e année, qui vaut 100 000 euros annuels, par exemple, le chasseur va vous prendre entre 15 000 et 25 000 euros. Donc il faut juste le savoir, c'est un budget, mais comme je vous le disais, un collaborateur au sein d'un cabinet d'avocats, c'est vraiment de la force vive. Et donc c'est vraiment ça qui fera grandir et rayonner votre cabinet. Donc c'est super important. Concrètement, maintenant, on a identifié des profils, on a des contacts qui arrivent, on a des gens pertinents. Concrètement, comment ça va fonctionner en termes d'entretien? Moi, je recommande de fonctionner par 4 entretiens. Tous les gens avec qui vous allez discuter vont vous dire mais vous êtes complètement malade, 4 c'est beaucoup trop. Les chasseurs avec qui vous discutez, avec qui vous allez dire ça, ils vont vous dire mais n'importe quoi, il faut arrêter ça, c'est trop long, etc. Moi, je maintiens ce que je dis, je persiste et je signe. Pour moi, c'est indispensable de pouvoir avoir ce nombre d'entretiens avec des collaborateurs. Pour une simple et bonne raison, et je le disais tout à l'heure, hein, c'est pas moi qui le dis, on estime qu'un mauvais recrutement, ça coûte 50 000 euros. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est des statistiques que j'ai vues sur Statista et sur. Mince, j'ai oublié ma deuxième source. Peu importe. On a aussi une intervenante qui le dit, qui travaille de temps en temps avec nous, qui s'appelle Isabelle Sagon et qui gère, elle, un cabinet de recrutement avec 250 personnes en interne. Et donc, elle doit avoir aussi des statistiques par rapport au coût pour l'entreprise. Et un mauvais recrutement, on estime que ça coûte 50 000 euros. Que ce soit en temps investi, que ce soit en argent, que ce soit finalement en formation ou autre. Donc vraiment, c'est super important de mettre en place un très bon recrutement. Donc concrètement, comment je découpe ce cycle de recrutement? Le premier entretien, c'est un entretien que vous allez avoir de façon téléphonique qui ne doit pas prendre plus que finalement 15 minutes ou 20 minutes. L'objectif, ce n'est pas de raconter sa vie, l'objectif, c'est de récupérer 4 informations. Première information, c'est OK, concrètement aujourd'hui, c'est quoi ta trajectoire professionnelle? Qu'est-ce que tu as envie de faire à l'avenir? Deuxième information, c'est OK, c'est bidon, hein, mais vraiment, c'est super important. Quelles sont tes qualités? De quoi tu es fier et que tu as déjà pu réaliser au sein de tes activités? Et concrètement, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de faire? Troisième chose, c'est est-ce que tu as des défauts? Quels sont tes défauts? Et de quoi tu n'es pas fier professionnellement? Quand est-ce que tu t'es planté et comment tu as réagi? Et quatrièmement, c'est aujourd'hui, si j'appelle ton associé, s'il doit te noter de 1 à 10, combien est-ce qu'il te note? La première question, elle doit savoir vous dire, OK, concrètement, si vous recherchez un collaborateur qui va travailler jusqu'à l'association avec vous, si vous comprenez qu'il est là pour prendre de l'expérience et pour derrière monter son cabinet d'avocat et qu'il n'a pas envie d'être associé, vous le ressentirez pendant la question. Derrière, il ne faut pas le prendre. Concrètement, si la personne n'est pas capable de vous citer entre 5 et 8 qualités, il faut la sortir. C'est que ce n'est pas un high player.
Si elle n'est pas capable de vous citer entre 3 et 5 défauts, c'est que ce n'est pas quelqu'un de franc, il ne faut pas le garder. Et si elle ne vous donne pas une note entre 9 et 10, derrière, il ne faut pas y aller. Si on ne veut pas vous donner des réponses, ou si la personne n'arrive pas à vous les donner, il faut aller chercher ces réponses. C'est-à-dire, si derrière vous dit ouais, bah, concrètement, moi je suis fier d'avoir fait la fusion de telle entreprise ou d'avoir participé au rachat de telle boîte. Ah ouais, concrètement, tu as fait quoi là-dessus? Pourquoi tu es fier de ça? Il faut vraiment creuser et poser les bonnes questions pour que derrière vous ayez une vision un peu globale sur le candidat que vous avez en face de vous. Ça doit vous permettre de sélectionner, entre guillemets, 20% des candidats pour passer au deuxième entretien. Le deuxième entretien, c'est un entretien physique que vous devez réaliser avec cette personne-là pour derrière pouvoir passer cet aspect de visio ou de téléphone. Et là, l'objectif, c'est vraiment de savoir qui est la personne, par où elle est passée, concrètement sur quoi elle est balèze, sur quoi elle n'est pas balèze, savoir si vous avez un fit humain, reprendre un peu son parcours pour savoir pourquoi elle est partie de tel cabinet, pourquoi elle n'est pas restée à cet endroit-là, qu'est-ce qui fait qu'elle n'était pas contente et qu'elle a changé, pour que derrière, vous puissiez savoir si vous, ça vous correspond et que vous puissiez utiliser ces informations pour ne pas reproduire ce qui s'est passé dans les autres cabinets d'avocats. Troisième entretien, il se passe une semaine après le deuxième et vous lui envoyez un cas pratique pour deux raisons. La première, c'est vérifier si techniquement, cette personne tient la route. La deuxième, c'est pour être sûr de son investissement. C'est-à-dire que derrière, si le mec dit, bah, en fait, ou le mec ou la nana avocat dit, bah, en fait, non, je ne veux pas faire un cas pratique, etc., c'est que ce n'est pas quelqu'un qui a envie de venir bosser chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, il passe des entretiens par-ci par-là, il écoute ce qui se passe, il écoute le marché, il fait gonfler sa rémunération par rapport à son cabinet actuel. Lorsque vous lui faites une offre, il la présente à son cabinet pour faire augmenter sa REM, etc. Ce n'est pas ce que vous cherchez. Vous cherchez vraiment quelqu'un qui est motivé, qui a envie de venir bosser avec vous. Donc, un cas pratique, ultra important. Le cas pratique, il peut se faire à l'écrit, en une page. Hein, c'est un petit truc très simple. Il ne faut pas aller chercher non plus des trucs qui fassent 10 pages où il faut que la personne rédige un jeu de conclusion, mais un cas pratique d'une page, simplement pour voir comment la personne raisonne et savoir si elle est autonome. Et lorsque vous la voyez en troisième entretien, derrière, c'est de ça dont vous allez discuter et vous allez pouvoir lui poser des questions, entre guillemets, techniques par rapport à votre expertise. Quatrième entretien, c'est un entretien beaucoup plus informel pour discuter un peu de l'avenir du cabinet d'avocats, que vous lui puissiez lui parler des projets, de ses perspectives d'association, du partner track, de la rémunération que vous donnez, de ce que vous mettez en place, pour que derrière, le collaborateur souhaite venir. Et enfin, vous faites une offre. C'est un processus qui peut durer 2 semaines. Hein. C'est-à-dire que le seul impératif à l'intérieur de ce processus, c'est d'avoir une semaine entre le deuxième entretien, celui où vous parlez du parcours, où vous décortiquez le parcours de la personne, et le troisième entretien, celui où vous faites un cas pratique technique par rapport à ce qu'ils recherchent. Nous, on met ça en place dans beaucoup de cabinets d'avocats et ce n'est pas réservé aux gros cabinets d'avocats d'affaires. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que derrière, vous n'avez pas besoin d'un gros cabinet pour mettre ça en place. Il faut vraiment que vous puissiez prendre du temps pour recruter, parce que comme je le disais, et je suis désolé, je le répète, un mauvais recrutement, ça vous plombe une boîte. Vraiment, hein. Un mauvais recrutement sur une entreprise qui fait un salarié, enfin qui fait un avocat jusqu'à 10 avocats, si vous recrutez mal, vous mettez en péril votre cabinet d'avocats. Donc concrètement, il faut bien être sûr de la personne qu'on va recruter, il faut être sûr des compétences qu'on recherche et sûr de ce qu'on va pouvoir retirer. Et ça, c'est vraiment ultra important. Alors concrètement, ce webinaire est fini pour une simple et bonne raison, c'est que si vous voulez qu'on discute plus de recrutement, déjà, vous pouvez nous contacter, on sera super heureux d'en discuter. Et deuxièmement, c'est que c'est ultra important de personnaliser tout ce que vous allez mettre en place. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un avocat en droit du travail tout à l'heure par rapport aux missions, aux tâches qu'il allait pouvoir accomplir, ce que vous allez pouvoir rechercher chez lui. Derrière, si vous voulez aller plus loin, nous, on sera ravis d'en discuter avec vous. Mais derrière, il faudra qu'on se colle à votre cas pour voir ce que vous pouvez faire, les prix que vous pouvez proposer, la durée de recrutement pour telle ou telle personne, si vous avez les capacités de recruter aujourd'hui par rapport à vos objectifs, quelle typologie de profil serait plus pertinent, concrètement, quelle typologie d'entretien vous allez pouvoir mettre en place, comment on met en place la scorecard. Donc ça, n'hésitez surtout pas à nous appeler, vous pouvez le faire, on répond de façon gratuite à ce genre de questions, donc n'hésitez surtout pas. Et derrière, on sera ravis de pouvoir vous aider. J'espère que ce webinaire vous a plu. C'était le dernier de cette série et j'étais super heureux de faire cette série. Si vous avez des collaborateurs ou que vous connaissez des collaborateurs, on lance une nouvelle série de webinaires qui commencera à partir du 5 janvier prochain sur le développement de clientèle pour les avocats collaborateurs.
Donc, si ça vous intéresse ou si vous connaissez des collaborateurs, n'hésitez pas à leur faire passer le message. L'ensemble des infos sont sur notre site internet. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous avez des questions, je reste 2 minutes pour pouvoir y répondre. Et en tout cas, merci de votre présence tout au long de cette série de webinaires. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec chacun d'entre vous.